Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a une très grosse vidéo aujourd'hui à faire. J'avais pas forcément prévu de faire une vidéo là-dessus, je voulais pas crier avec les loups, je voulais pas non plus juste répéter des éléments que vous avez tous lus de votre côté. Mais en fait, j'ai lu tellement de conneries ces dernières 24 heures que ça me paraissait important, essentiel en fait, de réaliser cette vidéo pour remettre un petit peu les choses en place, pour parler des faits, essentiellement des faits, vous donner ensuite mon avis sur la question, voir également à quel point ce sujet de dopage convoque d'autres éléments, des éléments périphériques, et ça raconte aussi un petit peu de nous, de la société dans laquelle nous vivons. Alors, je le précise tout de suite, je pense que la vidéo va être démonétisée cash, en tout cas elle n'est pas sponsorisée, ça c'est clair. Vu le nombre de fois que je vais prononcer le mot dopage, à mon avis, les bots YouTube vont quick, mais c'est pas grave. Essayez quand même de votre côté, si vous pouvez, de donner des signaux positifs à l'algorithme en mettant un gros pouce vers le haut à cette vidéo, en vous abonnant également, pour espérer aussi que la vidéo ne soit pas noyée par le bot YouTube. Donc je fais cette vidéo pour poser une réflexion sensée, pour engager la conversation aussi avec vous. Je sais, j'en ai bien conscience, ça fait des années maintenant que je fais service volé. J'ai une communauté de grande qualité, globalement, même s'il y a toujours des personnes qui sont là pour foutre le bordel. Mais globalement, voilà, vous êtes structurés, vous avez de bonnes réflexions, et je vous lis quasiment au quotidien sur les grands tournois, donc je sais de quoi vous êtes capable. Donc essayons d'élever le débat sur ce sujet, c'est très important. Donc commençons, si vous le voulez bien, avec les faits. Les faits, c'est Yannick Sinner, je suis un peu dramatique, là on dirait ondelate, faites entrer l'accusé. Les faits, donc c'est Yannick Sinner qui a été testé positif au Close Table le 10 et 18 mars. Nous avons deux tests positifs distincts. Donc le 10 mars, c'était son troisième tour contre Jan-Leonard Struff à Indian Wells. Et le 18 mars, c'était 2 jours après sa défaite face à Carlos Alcaraz à Indian Wells. Donc c'était hors compétition. Du 10 au 18, on a retrouvé des traces de ce produit dopant interdit. Alors, j'étais pas forcément au courant de ce détail avant ça, mais le Close Table, c'est un stéroïde anabolisant synthétique dérivé de la testostérone. Donc c'est du sérieux, quoi. C'est pas un petit produit lambda, c'est du sérieux. Le cas, il est important parce qu'il touche Yannick Sinner, qui est le numéro 1 mondial du tennis, qui est le deuxième Golden Boy derrière Carlos Alcaraz. Donc c'est un joueur qui est extrêmement en vue, bien sûr, même s'il n'a pas la popularité de Carlitos, de Novak, d'autres joueurs. Je pense pas qu'il soit forcément ultra connu du grand public, et ce qui est un peu ironique, c'est qu'on le sait tous, on le connaît Yannick Sinner entre nous, c'est un gars qui a l'air quand même bien, quoi. Cadré, structuré, qui est très aimable, très poli, on sent qu'il a une belle éducation, donc ça tombe sur un gars, il y a un contraste forcément, parce que moi j'ai vraiment l'impression que la seule manière pour le grand public de le connaître en fait maintenant, ça va être via ce truc là, quoi, via cette affaire de dopage. Alors, ce qui s'est passé avec ce produit, le Close Table, c'est que le soigneur de Yannick Sinner, qui s'appelle Giacomo Naldi, qui a aussi travaillé pour Bologne en basket, qui a connu une affaire similaire avec le Close Table, eh bien en fait il s'est fait couper au niveau du petit doigt. Il a utilisé ce spray qui contient du Close Table, et derrière il a massé Yannick Sinner, et manifestement on a eu donc une contamination via ce biais. Et c'est comme ça que Yannick Sinner a eu des traces de Close Table dans son organisme. Le Close Table, il y a eu 38 affaires ces 5 dernières années, donc ça commence à être bien connu, quoi. Ça commence à être bien connu, notamment donc ce gars Giacomo Nardi qui a connu ça, alors pas forcément directement, c'était d'une manière indirecte, mais dans ce club de basket italien. Et justement, on a ces histoires de Close Table essentiellement dans le sport italien, c'est là qu'on le retrouve. Alors, d'après ce que j'ai compris, les informations que j'ai glanées, c'est que ce produit, le Close Table, on le retrouve justement dans certains produits en accès libre, en vente libre en pharmacie, et notamment dans ce spray. Donc ça peut expliquer évidemment pourquoi on retrouve beaucoup plus la contamination avec des sportifs italiens dans le contexte italien globalement. Alors après ça, Yannick Sinner a été suspendu 2 fois, donc il a vraiment été suspendu, quoi. Là c'est du sérieux, quoi. Il a été suspendu, mais il a fait appel immédiatement et les 2 suspensions ont été levées. Ça c'est important à garder à l'esprit, on va en reparler, et donc finalement il a été jugé non coupable de cette absorption, de cette contamination accidentelle, d'après la fin de la procédure.
Alors maintenant, parlons des problèmes. Une fois qu'on a relevé tous les faits, parlons des problèmes dans cette procédure, parlons de ce que ça convoque de manière extérieure. D'abord, d'après l'ITIA, donc c'est l'International Tennis Integrity Agency, donc c'est le groupe qui gère les cas de dopage en tennis. Ils disent, eux, si l'appel est solide, si l'appel est structuré autour d'une base vraiment concrète, solide et avec de bons arguments, eh bien, il n'y a pas forcément, et en fait, il n'y a pas de communication publique sur un cas de ce type. Et ça, déjà, pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que ça manque de transparence. Le public va avoir l'impression d'avoir été berné, de garder ça sous silence. Le numéro 1 mondial, quand même. C'est pas le 200e mondial, c'est le numéro 1 mondial de notre sport. C'est la vitrine. Donc ça, c'est super, super important. Un autre point essentiel à prendre en compte, c'est Yannick Sinner, multimillionnaire. Lui, il a les capacités d'aller prendre les meilleurs avocats et de faire cet appel immédiatement dans les premières 24 heures après la suspension pour la bloquer. Mais si t'es, je sais pas, 200e mondial, on revient à ça, est-ce que t'as ces moyens-là? Non, bien sûr que non. Donc tu vas être tout de suite, hop, on va te mettre, tiens, machin, c'est dopé, le 180e mondial, parce qu'il n'a pas les mêmes outils. Mais ça, après, c'est aussi un problème de société. C'est juste que c'est impossible pour les pouilleux d'avoir les mêmes ressources, les mêmes bénéfices que les nantis. Voilà, c'est comme ça, que ce soit en médecine, que ce soit au niveau des avocats, de la défense, etc. Donc ça raconte aussi une histoire. Vous n'avez pas les mêmes accès si vous êtes Yannick Sinner que si vous êtes même 100e mondial, 120e mondial. Donc ça aussi, c'est important. L'autre point qui m'a particulièrement agacé quand j'ai appris cette nouvelle hier, c'est 5 mois. 5 mois pour communiquer sur le sujet. Au niveau de la transparence, c'est catastrophique, bien sûr. Et en fait, eux, ils se disent, on va tenir ça et on va communiquer juste à la fin quand, finalement, on va dire que tout va bien. Mais ça provoque un effet inverse. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, l'ITIA. C'est qu'on va avoir du doute, ça va alimenter toutes les suspicions. On va se dire, mais qu'est-ce qui nous cache d'autre? Qu'est-ce qu'on a raté d'autre que ça? C'est bizarre. Comment est-ce que tu peux déjà, en 2024, maintenir le silence sur une affaire aussi importante pendant aussi longtemps? Avec tous les moyens maintenant, tous les leaks, etc., c'est particulièrement étonnant. L'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si la défense n'avait pas abouti? Voilà, je veux pas partir dans des délires, etc., mais on doit se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Comment est-ce qu'ils auraient communiqué? C'est assez important. Et on voit, hein, il y a une opacité là sur ce sujet. Et donc c'est très difficile d'écarter cette idée de 2 poids 2 mesures qui fait partie intégrante du sport de haut niveau, dans un sport éminemment individualiste qu'est le tennis, où on protège les stars, et ça date pas d'hier, au niveau de la programmation, au niveau de l'accès aux soins. Si vous êtes multimillionnaire, vous pouvez avoir ces cabines de récupération, vous pouvez avoir accès aux meilleurs soigneurs. Novak Djokovic, quand il se pète le genou, il appelle le meilleur soigneur possible pour pouvoir récupérer tout ça. T'as pas ces accès-là si t'es 150e mondial. Donc en fait, quelque part, il n'y a pas d'équité, quoi. Il n'y a pas d'équité. Vous allez me dire, c'est logique. C'est un peu le système de, Manchester City, Chelsea, ils vont avoir des meilleurs kinés que Martigues, Wascal, Louan Cuiseau. Mais en tennis, on sait aussi qu'on demande aux stars quand est-ce qu'ils préfèrent jouer. On a mis Roger Federer, on a mis Novak Djokovic en night session quasiment tout le temps quand c'était nécessaire, quand c'était demandé, parce que c'était plus facile pour eux de jouer à l'Australian dans ces conditions-là que de jour. Voilà, il y a tout un écosystème aussi qui est basé autour des stars, des moneymakers, et on en arrive à ce genre d'excès au niveau du traitement. Justement, en parlant de traitement, on va parler du traitement médiatique. C'est le 3e point de cette vidéo. C'est ce cas-là, le cas Sinner là qu'on a vécu, je trouve, ces dernières 24 heures, pardon. C'est un cas typique de la difficulté à faire émerger la vérité dans notre époque. C'est un truc de fou, hein, vraiment. Parce que moi, j'ai lu article sur article, tweet sur tweet. Vraiment, je me suis renseigné au max et j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, plus je lisais sur le sujet, moins j'en savais. Parce qu'il y a tellement d'avis contradictoires. Les opinions se mélangent aux articles, etc., etc. Et même, entre guillemets, des soi-disant éminents spécialistes qui vont nous raconter leur version, etc. Et en fait, on est vraiment dans l'ère de la post-vérité. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais c'était pas mieux il y a 50, 60 ans, quand tu avais une ou deux chaînes qui étaient cadenassées par le pouvoir.
Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un paradigme similaire actuellement avec 4-5 milliardaires qui cadenassent complètement les médias en France? À un moment donné, c'est ça aussi, quoi. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité de notre époque. Comment trouver la vérité derrière les écrans de fumée, quoi? C'est tellement difficile, quoi. C'est tellement difficile de s'informer aujourd'hui. C'est un calvaire, quoi. Alors il y a les livres qui ont peut-être plus de distance. C'est comme ça que je pense qu'il faut s'éduquer, hein. Il faut lire. Donc on a les enquêteurs d'internet, on a les versions contradictoires, et puis on a eu les chiens qui ont été lâchés sur Sinner, avec Kyrios, avec Shapovalov, avec Lucas Pouille, etc., etc. Mais la façon dont l'ITAA a géré le dossier, ça a contribué à ça. Ça a contribué à cette pauvreté de traitement, c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, plutôt que d'avoir une séquence de plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, en fait, on balance en mode « Ah oui, donc juste petite info, le numéro 1 mondial, il a été contrôlé positif 2 fois, mais en fait, c'est rien. En fait, c'est rien, et ça fait 5 mois qu'on cache ça. » C'est quoi cette communication de merde? C'est pas possible. C'est absolument pas possible. C'est pas possible de traiter le public comme ça. C'est juste pas possible, c'est une erreur très importante. Pour moi, c'est l'erreur la plus importante. Alors mon avis sur la question, bah déjà, on doit remettre le sujet du dopage sur la table. C'est ce genre d'affaires, c'est ce genre d'histoire qui sort, qui doivent nous inviter à remettre ce sujet au centre. C'est un sujet qui est très important. Les sports sont de plus en plus physiques à notre époque. Je vous fais une vidéo en plus hein, tous les ans, en fin de saison, l'année dernière en 2023, en 2022 également, on était revenu sur certaines performances un peu étranges. On avait parlé des AUT, des autorisations à usage thérapeutique, on avait parlé de l'Adderall qui manifestement est pas mal utilisé dans le top 100 du tennis, mais ça doit aller plus loin. On doit questionner les joueurs, on doit aller plus loin, on doit vaincre un peu cette espèce de climat de suspicion. C'est très important. Quand on voit certaines performances cette année, je suis désolé de le dire, pas que en tennis, on doit se poser des questions. Le Tour de France avec Pogacar, si vous regardez le cyclisme, ce sont des performances qui interrogent énormément. Quand le mec met une vitesse au record de Pantani, à un moment donné, et on sait que le dopage a toujours un temps d'avance sur les recherches. On le sait. C'est inéluctable. Il lutte pas à armes égales. On a également ce qui s'est passé avec la Sky, en cyclisme, avec les gains marginaux. En fait, tu dis gains marginaux, mais c'est une manière de dire rester sous les seuils de tous les produits, etc., etc. Donc oui, ce sont des sujets qui sont importants. Et oui, ils sont difficiles à traiter. Et oui, c'est laborieux. Et oui, il y a une opacité. Mais on peut pas être toujours dans la société du spectacle. On peut pas être toujours dans la société du mieux, encore mieux, toujours plus vite, toujours plus fort. Le tennis, c'est de plus en plus physique. Avec les balles qui n'avancent pas, les surfaces qui sont ralenties, uniformisées. Ouais, c'est difficile. Et nous, on est tous là à applaudir, en fait. On est tous là à applaudir sans avoir ce sens critique. Et c'est vraiment une idée que j'essaie de véhiculer sur la chaîne. Et je sais que vous êtes très réceptifs à ça. Vous m'avez pas attendu, d'ailleurs, pour penser comme ça, certains d'entre vous. Mais ayons un sens critique surtout. C'est très important. Ne soyons pas fanatiques des sportifs que nous observons. Novak, Rafa, Roger, les autres. Ayons toujours cette petite nuance, réflexion. Ne prenons pas des performances physiques d'extraterrestres, de joueurs quasiment quarantenaires pour des choses normales. C'est important, il faut avoir de la distance par rapport à tout ça. Ça nous permet aussi de, je pense, mieux apprécier le sport parce que on a une meilleure nuance des situations. Alors maintenant, cette affaire Sinner, bah, c'est aussi, pour terminer, une très mauvaise image donnée du tennis. Parce que tu as un numéro 1 mondial qui est pris dans une sauce comme ça. Peut-être que certains d'entre vous vont dire, oui, le dosage manifestement est très faible, c'est rien, on passe à autre chose, vite, machin. Non. Le public, il comprend les choses, il sent les choses. Perso, quand j'ai regardé le Tour de France cet été, quand j'ai vu certaines étapes avec Pogacar en montagne, j'avais du dégoût. C'était même pas du doute, en fait, c'est du dégoût. C'est du dégoût sur des performances qui sont ignobles, qui n'existent pas. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo a vraiment tout brossé, j'ai essayé de parler des choses les plus importantes possibles. C'est très compliqué comme sujet évidemment. On continue la conversation dans les commentaires, j'espère que cette vidéo ne va pas se faire exploser par YouTube, on verra bien. Je vais la poster quoi qu'il arrive. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la vidéo post-tirage au sort de l'US Open.